120 minutes sur RTCI. Avec ce soir Rached Trimch, bonsoir, bienvenue au Studio 1. Merci cher ami. Rached Trimch, vous êtes le président du Club international des grands voyageurs, vous êtes également l'animateur de la revue Astrolabe qui paraît depuis 1984, c'est une émanation du CIGV, ce Club international des grands voyageurs qui vous est très cher. Très cher d'abord parce que vous êtes voyageur vous-même. Alors pour adhérer à ce club, je crois qu'il faut avoir franchi certains seuils. Est-ce que vous pourriez l'expliquer à nos auditeurs ? J'aimerais tout d'abord répéter et répéter encore, chaque fois que je graphie ces marches, je me retrouve dans les années 80 et je n'ai pas à le cacher, j'ai une émotion qui me prend à la gorge puisque j'ai eu le bonheur de faire ici 115 émissions où on parlait que de voyage. Et le voyage c'est quoi ? C'est un vagabondage, c'est du vadrouillage, c'est essayer de voir un peu le monde par une curiosité qui ne tarit jamais. Et c'est l'unique raison de mes voyages, c'est d'essayer de voir et de comprendre l'autre avec un grand A majuscule. Très bien, on y vient. Alors pour être membre du Club international des grands voyageurs, cela pourrait intéresser certains. Absolument. Alors le CIGV, c'est comme tu le dis si bien, le Club international des grands voyageurs, qui est né donc 18 mois avant Astrolabe, le 4 août 1982, j'ai eu l'honneur de tenir l'Assemblée générale constitutive à San Juan de Porto Rico. Et là, on a pris trois décisions. La première, 18 mois de délai pour tenir un congrès mondial fondateur qui a eu lieu au bel Hilton de Tunis, à l'époque ça s'appelait Hilton. Et puis, la deuxième décision, ça répond à ta question, la barre des 50 pays. To be a member, il faut 50 countries. Ça n'a jamais changé, sauf qu'au congrès de Bruxelles, il y a déjà 14 ans, on a enfin ouvert les portes aux A-members, les membres aspirants. Et ça nous a fait un bouleversement énorme de joie. On a eu beaucoup plus de femmes. Pourquoi ? Parce qu'en Europe, la femme n'a commencé à bouger, à se libérer après la guerre mondiale que dans les années 50. Et là, ça a commencé à enrichir le club. Et du coup, dans toutes les ONG du monde, la moyenne, selon l'ONU, est de 21 à 22 à 23%, chez nous il est de 38%. Et nous en sommes très fiers. Donc on a deux catégories, 50 pays pour être membre, 25 pays, et marhaba en tunisien, et welcome à tout grand voyageur. Voilà, et c'est une association qui est présente dans de nombreux pays. Alors nous sommes représentés dans 190 pays, 190, et non seulement à but non lucratif, apolitique, mais strictement culturel. Et on a cette chance tous de continuer à voyager et notre grande famille est unie par une race. C'est la seule fois que j'emploie le mot race, une race culturelle qu'on appelle en anglais a thinking way. Tu es au Japon, tu téléphones à l'allo Moshe Moshe, tu as quelqu'un qui parle ta langue spirituelle. Tu le comprends même si tu comprends rien à sa langue. Et c'est une famille extraordinaire qui n'arrête pas de se réunir. Et une des dernières rencontres, tu me l'as rappelé toi-même, c'était à Mamet pour fêter, et on va arriver, le 41e anniversaire d'Astrolabe. Alors, d'autre part, cette association est basée en Tunisie. Alors, le siège mondial est en Tunisie. Et d'ailleurs, à ma connaissance, c'est non seulement en Tunisie, dans tout ce qu'on appelle tiers-monde, d'après l'ONU encore, c'est la seule ONG culturelle qui est basée hors de 3 villes importantes qui s'appellent New York, Paris, Genève. Voilà. Très bien. Donc, le CIGV, pour nous introduire à Astrolabe. Et Astrolabe, c'est un... Alors, Astrolabe, c'est pour moi, je pense, c'est le cœur du CIGV. Parce que le grand voyageur, excusez-moi l'expression, c'est un monument de culture. La culture qu'il cherche, pas qu'il est, mais qu'il souhaite, qu'il cherche. Et Astrolabe, c'est ça. C'est le reflet de tout le monde. C'est le reportage de tout le monde. D'ailleurs, 50% de la revue Astrolabe, ce sont des reportages live. On fait tout en 9 langues. Hein. On ne traduit rien que l'édito, la langue officielle du CIGV et le français, et on traduit en anglais, parce que qu'on le veuille ou pas, c'est la langue internationale. Et la seconde partie, qui est très importante, c'est la culture. Et c'est pour ça que, dit-on, Astrolabe se collectionne. Mais c'est extrêmement compliqué, extrêmement dur de faire en Tunisie depuis 41 ans je dis toujours un Paris Match qui n'est pas Paris Match, qui n'est pas moche, qui n'est pas... C'est assez compliqué, mais à vaincre sans péril,
Donc on fait ça de bon cœur. Chaque fois on se dit c'est last time, mais c'est pas vrai. On recommence comme la femme qui accouche, qui crie, qui a des douleurs et qui 10 mois après ou un an après refait un bébé. C'est ce que nous faisons depuis 41 ans. Voilà, et vous en êtes au numéro 164. 164. Et le 165e est en gestation depuis, parce qu'il faut 2 à 3 mois pour un numéro de préparation. C'est pour ça qu'il y a toujours 2 en parallèle. Et c'est pas facile du tout, parce qu'on n'a pas du tout les moyens de Paris Match. Je dis toujours Paris Match parce que c'est un journal connu, mais on n'a rien à voir de ça, parce que c'est une revue culturelle qui n'est pas moche, de 52 pages, qui est un petit livre, et que les gens collectionnent. Tout à fait, avec des auteurs qui sont vraiment de toutes les nations. Et puis des belles plumes, tu sais, dans la vie j'ai eu plusieurs patrons, parce que j'ai plusieurs jobs. Pour moi celui que j'aime le plus, c'est je suis grand reporter depuis très nombreuses années. Et un de mes patrons n'est autre que Jean d'Ormesson, que j'ai connu un jour. Je te raconte comment. C'était un petit bonhomme de rien du tout. Je crois que j'avais 18 ans à peine. J'ai eu mon bac assez tôt. Et puis j'atterris à Paris pour aller voir 2 journaux. Tu sais, moi j'ai un grand défaut de naissance, je suis né optimiste. Pour moi, impossible is not French. Et je vais taper à la porte de Paris Match et du Figaro. J'ai commencé par le Figaro. À l'époque, c'était au 4e étage. J'arrive, une demoiselle, monsieur. Je dis, madame, vous avez rendez-vous? Pas du tout. Vous voulez voir qui? Monsieur Jean d'Ormesson. Ah, monsieur Jean d'Ormesson? Oui, madame, c'est ça. Asseyez-vous. Il était 8h30. À midi, oui, vous attendez encore? Je dis, madame, ça fait 4 heures. Et alors? Vous voulez voir monsieur Jean d'Ormesson? Bref, à 13h, il me dit, monsieur, vous pouvez passer. Il y a une porte comme celle-ci. Je frappe une fois, personne ne répond. Je peux pas rentrer comme ça. 2 fois, 3 fois, 4 fois, personne ne répond. Je me tourne vers la dame, quand elle me voit, elle baisse les yeux. À la fin, je pousse la porte. Et je vois monsieur devant moi, qui en plus ne me regarde pas. Il baisse la tête et il écrit. C'est l'insolence de la jeunesse, 18 ans. Je dis, il me laisse frapper à sa porte, et je tape le micro de ma main, et il ne dit pas bonjour. Qu'est-ce qu'il veut, ce mec? Puis j'allais me désister. Je dis, mais je suis bête. Ce monsieur est le patron du Figaro. Je retape et j'entre. Il me regarde de bas en haut et de haut en bas. Il me dit, cette jeunesse qui n'a pas de patience. Comment vous appelez? Je lui dis mon nom. Et vous êtes pressé? Je dis, non, vous savez, dans une demi-heure je termine. Puis-je vous inviter? On va déjeuner ensemble. Il a tout compris à cette époque. Je lui ai dit que j'allais en reportage. À l'époque, je voulais faire les guérisseurs de Manille. Parce que Fakhra Fatouila, c'est aux Philippines, on guérissait quelqu'un en passant la main dessus. Mais à cette époque, on s'étonnait que le Iroquois, le Genevois et le gars de Norvège allaient soigner chez lui. Et il m'a dit, et après, vous allez où? Match. Et finalement, c'est pas lui qui m'a pris ces matchs, mais c'était la première et dernière fois. Donc ce monsieur est devenu ami jusqu'à son dernier souffle, et membre également, et Dieu bénit s'il a écrit dans quasiment tous les numéros d'Astrolabe. Et c'est une de nos centaines de belles plumes. Et c'est un honneur pour nous. Et donc l'aventure continue. Pour moi, l'aventure commence. L'aventure d'Astrolabe, elle continue tant qu'on est là, et puis tant que il y a beaucoup d'amateurs, beaucoup de fous qui demandent énormément de travail, mais on continue. C'est une histoire d'amour. Voilà. Et le voyage continue pour vous? Ah, le voyage, c'est la vie. Sans voyage, il n'y a pas de vie. Parce que tu sais, dans le monde, on confond 3 petits mots. On est tous plus ou moins touristes au départ. On va aller en Turquie avec une valise vide pour revenir avec 40 kilos peut-être. Ou bien on va à Alger pour acheter de l'essence à la frontière, je sais pas, ou bien simplement pour aller voir les chutes. Tout ça, c'est du tourisme. Après, on évolue un peu, on devient voyageur. Et après, on devient grand voyageur. Et après, on devient ethnologue ou ethnologiste. Et finalement, on n'est rien d'autre qu'un curieux du monde. Et c'est cette curiosité qui n'arrête pas de nous pousser pour aller vers l'autre, le comprendre. J'en ai rien à foutre de la fontaine de Trévi ou de la Tour Eiffel, mais celui qui est assis là, c'est lui l'important. Très bien. En préparant cette émission, nous avions plus ou moins décidé de parler de 5 destinations. Une destination par continent pour partager avec nos auditeurs
vos voyages, Rachid Trimch, et également pour mettre l'eau à la bouche à ceux qui sont en désir de voyage ou peut-être en préparation d'un voyage. Alors essayons ensemble de voir ces 5 destinations et commençons par la destination la plus proche, disons l'Afrique. Bah, l'Afrique, pourquoi pas. Moi, je n'ai jamais rien préparé, j'improvise comme toujours. Tu vois ce petit truc là que j'enlève pas d'ailleurs toute la vie. Un jour, j'étais à Monrovia, donc au Libéria, à une bonne quinzaine d'années. Et c'était un pays que je ne connaissais pas, donc j'y allais. Mais on me dit, tu ne peux pas y aller, là où Halik, attention, ma femme, mes enfants, tout le monde dit non, mon père. Tout... Pourquoi? Parce qu'on tuait 150 personnes par soir dans les rues. J'arrive à un hôtel, première chose que je vois, c'est qu'on était à peine 2 ou 3 clients pour 300 chambres, et un verrou énorme comme ça, qui ferme la porte une fois qu'on est rentré. Je dis quoi, je pourrais pas sortir? Non, ça c'est pas un problème, on me l'a fait 1000 fois, je passe par les cuisines, où souvent ils ont une petite église, et je sors. Effectivement, la rue est pleine de ce qu'on appelle des petits voyous. Et le premier que je vois était un monsieur balafré, avec une belle casquette rouge, qui portait ce qu'on appelle une kalachnikov, mais il avait une bonne tête. Et directement, je vais vers lui, sans penser ni au tuer, ni au tuer, et il portait ça, ce petit truc autour du cou. Et finalement, j'ai commencé à réaliser que j'étais à 2 doigts de passer de l'autre côté de la balance. Et je lui dis, it's so nice what you have. Du coup, il ne pense plus à rien lui-même. Il me dit, you like it? Je dis, no, I don't like it. I love it. Il l'enlève, il me la met autour du cou et il me dit, if you take it off, I come where you are and will kill you. Je ne l'ai gardé pas par peur pour lui, mais j'ai adoré ça. C'est ce petit truc de rien du tout. Et c'est une capitale absolument extraordinaire, parce que moi, à cette époque, je voulais interviewer la présidente. C'était la première fois qu'il y avait, une première fois je pense, hein, parce qu'il y en a eu avant, une femme chef d'État en Afrique. Et ce qui est extraordinaire, dans ce pays hyper policé, je n'ai fait qu'entrer par une porte principale en disant « They wait for me ». C'est tout. J'ai une vieille carte de presse que je montre toujours. Premier, deuxième, et moi 100 barrages. Je paye les 100 barrages. Et j'arrive à un couloir, c'est un petit couloir, et on me dit « The president is here ». Je pousse la porte, elle me voit. Je lui dis « I'm a reporter, Figaro Press ». Elle dit « OK, but do you have any appointment? » No one. Elle éclate de rire. Elle me fait attendre, je crois une bonne heure, mais j'ai eu mon interview. Donc, c'est pas parce que le pays est compliqué qu'on s'arrête, pas du tout. Tu vois, grâce à ce pays, j'ai eu mon truc et j'ai eu une entrevue de cette dame. Et là, je pourrais te parler de ce pays pendant de longues heures, parce qu'après, je l'ai traversé en autostop. Et c'était merveilleux, parce qu'il y avait 1001 folies, et c'est ça mon adrénaline. Voilà. Une destination européenne maintenant? Européenne, 13 à la douzaine. Il y a plus de 25 ans, je quitte Hammamet, qui est un havre de paix, et pour moi, une des plus intéressantes, pour moi, je l'appelle un des derniers paradis du monde, parce qu'il y a une qualité de vie à Hammamet extraordinaire. Que vous soyez riche ou pauvre, c'est pas ça. Il y a une qualité de vie énorme à Hammamet. Et pourtant, le choix est large. Il faisait, je crois, 42. Aujourd'hui, on a 32, je crois. 42, il faisait. Comme je ne prépare jamais rien, que j'ai jamais plus que 7 kilos de bagages, mon premier avion, je crois que c'était sur Rome ou Paris, puis un deuxième avion pour Oslo, et un 13e avion sur Malmö. Donc on a déjà plus de 8000 km, et de Malmö, un dernier petit avion pour aller dans un archipel qu'on appelle Svalbard ou Spitsbergen. Spitsbergen, c'est un peu la calotte nord de la planète. C'est le pays pratiquement le plus au nord. Il y a 5 enclaves, parce que les 5 puissances et non-puissances sont là-bas. Et je voulais avoir cette ville qu'on appelle Longyearbyen. Le nom est assez sympa, Longyearbyen. Ça vient d'un monsieur Longyear, qui est un citoyen américain. Lui, il ne vendait pas des affaires comme certains, il cherchait le charbon, qui à l'époque, comme encore aujourd'hui hélas, est cherché, consommé, et le CO2 n'en parlons pas. Et on lui a dit que si tu viens au Svalbard,
tu vas trouver du charbon. Non seulement il est venu, il a trouvé, mais il donne son nom. Aujourd'hui, ce petit village est grand, il y a 1300 habitants, et j'ai passé avec eux 7 jours et 7 nuits. Les deux choses que je ne peux jamais oublier, c'est que sur un grand petit bateau, on peut naviguer pendant une dizaine d'heures à travers ce qu'on appelle des cathédrales. Une cathédrale n'est rien d'autre qu'un iceberg de 40 tonnes, où les couleurs avec le ciel et le soleil et les rayons et l'imagination passent par 10 000 couleurs, et on est là en train de naviguer de droite à gauche. Puis pof, il y a un petit ours blanc qui ne pèse que 200 kilos qui est là. Cette journée qui a duré 7-8 heures, je crois, je ne peux jamais l'oublier. Et puis à terre, c'est un traîneau. Moi je crois que c'était des loups. Ce ne sont pas des loups, ce sont des chiens spéciaux qui tirent les traîneaux. Et j'habitais chez l'habitant. Et après j'ai découvert un journaliste. Et je lui ai dit, comment tu tiens un journal? Il me dit, oui, il y a 1238 habitants, il faut un journal. Et j'ai habité chez lui. Et grâce à lui, j'ai pu tourner. Mais, ce qu'il y a d'important, nous sommes en 2025, c'est que les choses ont évolué. La vie est éphémère. Les gens disent qu'il y a la vie sur Terre et basta. Moi, je crois qu'il y a la vie dans des centaines et des milliers d'autres planètes qu'on ne connaît pas. Mais il n'y a aucune raison que la vie ne s'arrête que sur la planète. Elle peut avoir d'autres formes insoupçonnables, mais elle existe. Nous ne sommes qu'une petite étoile dans une galaxie qui est énorme, qui a des milliards d'étoiles. L'histoire est longue. Et là, aujourd'hui, ce qu'il y a à Longyearbyen, c'est la banque de l'humanité. C'est quoi? Puisqu'il fait toujours moins 40, il y a des couloirs et des couloirs dans la glace, avec, je dis un chiffre, des dizaines de milliers de petits tiroirs, et dans chaque tiroir, une graine de tout ce qui bouge sur Terre. Et tout est emmagasiné là, parce que il n'y a pas que Poutine et d'autres personnes qui pensent à la bombe atomique, et si jamais ça explose, on peut trouver ça, et ça repart à zéro. Très bien. Maintenant, une destination asiatique? J'avais ton âge il y a 3000 ans, je voyageais en autostop, encore, et je montais de Kuala Lumpur. Non, pas de Kuala Lumpur. De Jakarta. Et je voulais voir un roi. Je suis toujours derrière, parce qu'au Figaro, ils aiment bien mes petites histoires, et il y avait un roi, le roi de Georgia, qu'on appelle Yogyakarta. Bien sûr que je n'ai aucune interview, aucun rendez-vous, rien, et c'était le mariage de sa fille, on le savait. Bref, petit de bateau en bateau, de barque en barque, de n'importe quoi, j'arrive à Yogyakarta, qui est un certain bout du monde, et voilà qu'on nous prévient, panne de courant. Tout le pays de Yogyakarta n'a pas d'électricité, et c'est le soir du mariage. À force de dire presse, oh allez, I'm waiting from the king. Puis de toute façon, pour eux, il n'y a pas de problème, je suis invité par le roi. Tu parles, je connais même pas, ni moi je le connais, ni lui me connaît. Et c'était une soirée mirifique. Un mariage réel dans une île absolument extraordinaire. C'était comme si on était à 2-3 siècles en arrière. Et ça a duré jusqu'à 4 heures du matin. Le nombre de personnes à qui j'ai parlé, avec qui j'ai discuté, avec qui j'ai rigolé, est ancré au fond de moi-même. Et tous ne sont que des montagnes d'amour et d'amitié. Alors Georgia reste pour moi un des beaux souvenirs de ce pays. Une destination en Océanie maintenant. L'Océanie, il y en a deux, pour te faire rigoler. La première, ça a été mon rêve depuis toujours. Je sais pas, il n'y avait pas Google là avant. Je sais pas, mais j'ai lu, Barkallah, des centaines et des centaines. Bora Bora. Mon rêve était d'aller voir Bora Bora. Puis quand j'ai terminé, plus tard, j'ai ouvert une pharmacie à Benarouz, je voulais l'appeler Bora Bora. Papa m'a dit, mais tu es fou quoi? Je dis, qu'est-ce qu'il y a papa? Tu veux dire aux gens Bora Bora? Bon, bref, j'ai suspendu à l'arabe, je l'ai appelé autrement. Alors, pourquoi je suis allé à Bora Bora? Parce que mes patrons de presse m'ont soufflé une idée. Gauguin, tu connais, c'est un grand peintre qui était du 19e et qui avait quelque chose de farfelu. C'est un grand peintre de la Polynésie française. Il avait quelque chose de curieux à cette époque. Il aimait les petites filles de 13 et 14 ans derrière un prétexte que la reine de Polynésie n'avait que 10 ans. Elle a divorcé à 13, elle s'est remariée à 14. Et si elle le fait, moi je le fais.
Et on m'a dit, si tu vas là-bas, la petite fille de Gauguin, elle a toute une collection, elle a gardé une collection de son grand-père. Va la voir, interviewe-la et ramène-nous des trucs. C'était tellement extravagant, extraordinaire. Je suis allé pour un week-end et j'ai passé 8 semaines. 3 points de suspension. Donc je ne peux jamais oublier Bora Bora, qui est une île. Et tu sais pourquoi c'est beau Bora Bora? Une île, c'est un cercle. Mais Bora Bora, c'est un cercle dans un cercle. Entre les deux cercles, il y a un trou qui fait passer l'eau de l'océan du bout du monde dans cette enclave. Cette enclave, c'est un parterre de corail. Des centaines de coraux de toutes les couleurs. Et c'est cette beauté, ce reflet qui donne à Bora Bora son mérite incroyable de beauté dans le monde. Très bien, vous disiez 2 destinations en Océanie? Oui, je me suis rappelé un pays que j'adore qui est la Nouvelle-Zélande. Et la Nouvelle-Zélande, Kharafatouila, on ne va pas parler d'Auckland où je suis arrivé à 3 h du matin et j'ai pas du tout aimé. Mais j'ai commencé à faire mon stop parce qu'il y avait l'île du Nord et l'île du Sud. Et je suis allé à l'île du Sud et comme tout est inversé, là-bas c'était le grand froid. J'arrive à Christchurch, une ville extraordinaire, mais encore une fois, il y avait je crois -2. Et une tempête de neige, et puis tu sais quand tu fais du stop, que tu perds la route, tu ne sais pas où tu es. Puis vraiment gérer, je sais pas, avec le soleil, il n'y a pas de soleil, mais la lune, la beau éclairée, heureusement qu'il y avait une demi-lune, je sais pas où j'étais. Au bout de 4 heures, je commençais à paniquer, réellement. Et puis j'entends une voix. Je dis bon, lui il marchait sur l'eau, l'autre écoutait des voix, il y a eu un tas de gens célèbres qui ont fait la vie. Moi j'entends des voix, c'est peut-être que je commence à partir, et la voix commençait à se rapprocher. Non, c'est moi qui allais vers la voix. S'il y a une voix, c'est qu'il n'y a pas de fantôme, il y a une voix, je veux la voir. Au bout, je ne sais pas, de 10 minutes, 1 heure, 2 heures, je ne sais plus, la voix devient un chant. Et le chant devient un hymne, et qui disait « Jésus voskreσε, voicina voskres ». C'est ancré en moi. Et je tombe sur une petite chapelle russe, qui je le prononce mal, mais la traduction est tu. Jésus, voskreσε. Jésus, où es-tu? Jésus, nous sommes là. Et là, ce qui m'a sauvé, c'est l'église. Il y avait 3 paroissiens qui étaient là, et j'ai passé avec eux le reste de la nuit. Et le matin, ils m'ont remis sur route. Mais je ne peux jamais oublier cette nuit. Et cette chanson est restée dans ma tête. Jésus, voskreσε, voicina voskres. Nous terminons ce tour du monde avec Rached Trimch, président du Club international des grands voyageurs. Ce tour du monde, nous allons le terminer avec une destination américaine maintenant. L'Amérique c'est vaste parce qu'il y a 57 pays que je connais tous, mais j'aimerais peut-être te parler de Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, pratiquement chacun a lu son bouquin, je l'ai lu moi-même à 10-11 ans, et il est entre tout, ce lieu, j'ai appris un jour que tout ça existait, et un jour je prends un avion de Tunis pour aller à Madrid, et de Madrid un autre avion pour Santiago de Chile, et à l'époque c'était le plus long courrier, 14 heures d'avion. On arrive, et on me dit qu'il faut prendre il faut aller à notre aéroport. Une nuit blanche, j'arrive à notre aéroport à 4 heures du matin. Tu vois ton studio, peut-être 4 fois plus grand, c'est tout. C'est ça l'aéroport. Et une petite baraque de pêche, je croyais, c'était le headquarter de l'aviation pour aller chez Robinson. Rien. Ni baraque ouverte, ni rien du tout. Puis, je commence comme d'habitude à fouiner n'importe où. Je vais derrière, il y a un monsieur qui est là, avec tournevis, un micro, je sais pas quoi, il était en train de remonter un avion. Ça, je l'ai vu plusieurs fois en Afrique. Ils héritaient de Tchechna, les vieux avions russes. Il faut toujours les monter, les démonter, quelque chose de cassé. Alors je lui ai dit, can I help you? Il parlait allemand, ça tombe bien, c'est une de mes langues maternelles. Alors, on a bavardé, on a remis l'avion. C'est rien alors, comme un jeu de logo. C'est un avion de 2 passagers. Puis je dis, ok, l'avion est là. On doit aller à Juan Fernandez, donc au cœur de l'océan Pacifique, pour aller après à Robinson. Et oui,
Il me dit, oui, cette baraque, c'est ça l'aéroport. Puis j'entends schlac, 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 une nana, et tel est le terme, qui arrive en mini-jupe avec des talons aiguilles. On entendait que le bruit. Je dis, you are? Elle me dit, yes, I am. Et ok, elle ouvre le machin. Je présente mon truc, oui, mon truc était payé. Shall we go? No! Qu'est-ce qu'il y a? On attend le second passager. Je dis, il y a un second passager là-dedans. Là, en Afrique, on t'impose de payer le prix de 100 kilos, un sac de sable. $100. Je dis, ok, I pay $100. Il me dit, non, il y a vraiment un second passager. L'heure est passée, etc. Bref, et je dis, est-ce que je peux téléphoner? C'était l'hôtel Hyatt, machin. Il me dit, non, you can't, it's a woman. Et alors, woman? Et puis, du coup, c'est elle qui téléphone. Il y a à Tunis, ces jours-ci, des grosses voitures de mariage qui ont 1,5 km de long. C'était ça, on les appelle Ali. Une grosse voiture noire arrive. 4 portières s'ouvrent. 2 gardes-corps sortent. Tout de noir vêtu. Je me dis, okay, qui peut être là-dedans? Une dame qui doit aussi folle que moi pour aller. Ça peut être qu'à l'époque, je pensais à Cindy Crawford, à celle qui est de Léon Jambes. Et c'était le paradis, quoi. Je ne pensais qu'à ça. Puis du coup, je vois quelque chose, un satin vert descendre. C'était la robe de madame. Puis j'avais peur de monter plus haut. Je monte mes yeux. Le satin qui était ramassé se détend. Et puis c'est le haut. Et puis je vois 2 mains. Et puis une dame, 94 ans, Jane Hoskins. C'était une de mes plus grandes amies. On a passé 5 jours là-bas. Et c'était ce que j'ai appris de cette dame, ça vaut 15 000 Larousse. Très bien, donc pour terminer cet entretien, Rachid Trimch, quelques mots à propos du jubilé qui a eu lieu il y a quelques mois ici en Tunisie, à Hammamet, le 41e jubilé de la revue Astrolabe, qui est une revue publiée par le Club international des grands voyageurs. Voilà, donc effectivement 41 ans, ça commence à prendre des rites, et on a réuni à Hammamet, dans un hôtel très agréable, d'une amie membre du club d'ailleurs. On a reçu 23 pays, 23 représentants de pays. On a passé 3 jours des 1001 nuits. C'est un anniversaire, donc le mot d'ordre était unique, s'aimer, chanter, se retrouver, et ses connaissances sont 10 fois plus fortes. Et c'est la Tunisie qui est au cœur, parce que tout le monde a enfin vu d'où vient cet astrolabe. Il vient de Tunisie. Tu as, je crois, devant toi le premier numéro, qui a été fait avec un stencil. À l'époque, on n'avait qu'un stencil pour faire 108 pages dans un petit bureau, tout fermé. Et c'est comme ça que ça a commencé. Aujourd'hui, Astrolabe a changé de tête et c'est ce qui nous unit tous. Et je continue à dire et répéter, il paraît qu'Astrolabe est collectionné. Et toute personne qui nous écoute et qui souhaite avoir un Astrolabe, on le fera avec le plus grand plaisir. Juste une adresse postale, peut-être... mon WhatsApp 98 308 160 98 308 160, et cette personne recevra gratuitement un Astrolabe. Et si tu permets, je lance un dernier appel. Je suis en panne de collaboratrice parce que j'ai 2 livres qui traînent, un gros et un moyen. On lance un appel pour une jeune personne, une dame qui soit curieuse du monde. Part-time job, si elle veut travailler 1 heure, marhaba, 14 heures, marhaba. Si vous aimez l'aventure du voyage et la culture, marhaba, vous avez mon WhatsApp. Très bien. Et le dernier mot, votre dernier voyage et votre prochain voyage. Prochain voyage, je ne le sais pas moi-même. Les grands voyageurs ne disent jamais où ils vont. Comme je suis... mon dernier voyage n'était pas loin pour une fois. Et en plus, c'était mon 211e pays visité. C'est un pays absolument extraordinaire, qui n'est pas loin du tout, que je conseille absolument à tout le monde. C'est l'Albanie, qu'on appelle Skiperi. En 2 mots, les plus gros vendeurs de cocaïne du monde, producteurs, c'est la Colombie via le Venezuela, mais le second pays, c'est l'Albanie par les dealers. Et c'est pour ça que si vous allez en Albanie, que la voiture nationale, c'est une Porsche, et la voiture de tout le monde, c'est une Mercedes 500. Et les gens sont d'une gentillesse énorme. Ils font leurs bêtises en dehors de leur pays, et quand ils rentrent, c'est pour gâter leur petite famille. Mais le pays est extrêmement beau, qui n'est libre que depuis 30 ans, parce que c'est un pays où le communisme l'a muré. Tu as un jardin, tu as un pommier.
Si tu touches à une pomme et tu la manges, tu es 10 ans de prison. Imagine tout ce que ça veut dire. Tout le pays était esclave d'un président pendant de longues années. Et aujourd'hui, je conseille à tout le monde, c'est merveilleux, c'est paradisiaque, c'est beau, et les gens sont très très gentils, et c'est à côté, c'est pas loin. Merci beaucoup, Rachid Trimch. Donc, bonne continuation dans vos œuvres, dans vos voyages, dans votre présidence du Club international des grands voyageurs et puis dans votre projet, la revue Astrolabe. Un grand merci à vous. Merci à vous et merci à vous de partager nos griffonnages et cet amour qu'on a pour la connaissance de l'autre. Merci encore à vous tous et à vos deux charmantes collaboratrices derrière ce vitrage. Merci. Merci. One, two, three, ho!